Donc, c'est bon. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, en présentiel, après tant d'absence. Je remercie les organisateurs pour l'invitation et pour le choix de la thématique, la nutrition. Et pour ma part, je vous parlerai de la nutrition chez le patient obèse, comme j'ai mis en pratique avec un cas clinique. Donc, pour commencer, j'ai reçu en consultation il y a quelques semaines une jeune patiente, 34 ans, qui consulte pour une prise pandérale depuis des années. Donc, c'est une patiente qui a la notion d'obésité dans la famille, chez la maman, chez les sœurs. Et elle-même, elle présente une prise pandérale. Elle est passée quand même de 62 kilos à 100. Mais là, quand je l'ai reçue, elle était à 105, donc une prise très importante. C'est une patiente qui mange de façon déséquilibrée, comme elle dit, avec des aliments de densité énergétique élevée. Elle ne bougeait pas, elle était toujours dans la voiture, travail, maison, elle faisait très peu d'activité physique. Et c'est une patiente qui était très gênée. Il y avait une altération importante de l'image et l'estime de soi. C'est une patiente qui avait aussi, elle rapportait des ronflements nocturnes. Et donc, notre patiente, elle est venue en consultation pour une perte pondérale. On parle histoire. On est passé en quelques années, et ça c'est l'intitulé d'un article dans Médecine et maladies métaboliques, d'un gras qui est dit prestigieux à un gras qui est honteux. Donc, dans le néolithique, l'obésité et la prise pondérale étaient le privilège des riches. Et ça, quand même, c'était le cas pendant des années par la suite, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, où on commençait à le percevoir comme une problématique médicale. Et par la suite, les dissections ont mis, c'est-à-dire la liaison entre obésité et excès de masse grasse intra-abdominale sur des dissections. Et la vision médicale de l'obésité telle qu'on l'a connue, on la connaît aujourd'hui, c'est en 19e siècle. Donc l'obésité a été définie par des mesures anthropométriques avec des comorbidités associées. Et en XXe siècle, l'énoncé de l'obésité en tant que maladie a été fait en 2008. Donc vous avez sur la photo Vénus, comme vous voyez, avec un excès de masse grasse. Alors l'obésité, elle est en augmentation croissante. C'est une épidémie. Vous voyez que les chiffres, ils flambent d'année en année. C'est un article qui a été publié dans Lancet et ça touche tous les continents, tous les pays. Vraiment une augmentation de la prévalence qui est quand même alarmante. Vous connaissez bien évidemment l'étude Stepwise au Maroc. La prévalence de l'obésité, elle a été dans cette étude estimée à 20%. Et le surpoids, il est très, très, très élevé. Donc, et qui dit obésité, surpoids, comme vous savez, dit les autres facteurs de risque et les autres complications, dont le diabète, bien évidemment. Donc, les complications, elles sont citées sur cette diapositive. La liste, elle est très, très longue. Donc, une partie, tous les organes sont touchés. Vous voyez le cœur, le rein, vraiment la liste, elle est longue. Comme je dis, c'est ça la gravité de la maladie. Ce n'est pas que une prise pondérale, c'est-à-dire une altération de l'image de soi, mais aussi, et de façon très importante, des complications qui peuvent parfois mettre en jeu le pronostic vital, bien évidemment. La première question auquel on va répondre aujourd'hui, on va essayer de répondre, pourquoi on développe l'obésité ? Est-ce qu'on peut répondre à cette question ? Il y a une altération d'équilibre, ça on le connaît, de façon schématique, entre entrée et sortie, entre apport et dépense. Mais en fait, les déterminants du déséquilibre, ils sont vraiment ils sont multiples. Un point de la génétique, un impact de l'épigénétique, microbiote intestinal et obésité, ça fait une multitude d'articles et de papiers sur ce sujet. Tout ce qui est psychologique, l'impact du stress,
les troubles de comportement alimentaire, les grignotages, les boulimies, les night eating syndrome, l'intolérance à la frustration chez quelques personnes qui font que chaque fois qu'ils sont frustrés, le traitement c'est l'ingestion alimentaire. Et bien sûr, il y a des facteurs sociaux et des pathologies qui peuvent donner des prises pandérales, des obésités. Donc tout ça, je ne vais pas le traiter aujourd'hui. Donc je vais me focaliser sur la partie nutrition, bien sûr des médicaments aussi qui peuvent engendrer ce déséquilibre aussi. Donc regardez, c'est compliqué et complexe. Donc les différents facteurs qui font que le patient présente une obésité, donc des facteurs intrapersonnels, environnementaux, biologiques. Et cette même diapositive, il y aura une qui lui ressemble dans les facteurs qui vont par la suite influencer la perte pondérale une fois que vous aurez à suivre ce patient-là et prescrire un programme nutritionnel dont l'objectif est la perte pondérale. Donc, pour commencer avec ma jeune patiente, il faut faire un diagnostic nutritionnel, des mesures anthropométriques que vous faites tout le temps dans vos consultations, la mesure du poids, de la taille, le calcul de l'indice de masse corporelle, du tour de taille. Quel était le poids habituel depuis des années, le poids habituel, quel était le poids avant la prise pondérale, quel est le calcul de la perte de poids et la vitesse de perte de poids qui est exprimée en kilos ou en pourcentage. Et là, j'insiste sur les objectifs réalistes. On va le voir dans la partie prise en charge. On ne va pas demander à une patiente qui mesure 160 kg de retourner à son poids idéal qui est de 50 kg. Bien sûr, c'est des poids qui sont, c'est-à-dire des pourcentages qui sont réalistes. Chez tous nos patients qu'on reçoit en consultation, on réalise l'impédancemétrie qui va nous donner des idées sur la masse maigre, la masse grasse, la masse musculaire. On calcule aussi, comme vous savez, le métabolisme de base pour avoir par la suite la dépense énergétique pour pouvoir après calculer les besoins énergétiques. Bien sûr, tout est lié. Une chose est importante, le degré de la motivation. Ça, c'est très, très important pour le résultat par la suite. Il y a des patients qui viennent très motivés et vous voyez le résultat par la suite. Il y a des jeunes qui sont ramenés par des parents et s'ils ne sont pas eux-mêmes motivés pour la perte pondérale, on n'aura jamais de résultat. Bien sûr, on essaie, on verra par la suite, on travaille sur l'entretien motivationnel, mais vraiment la motivation, elle est très, très importante. On évalue aussi le degré d'activité physique. Il y a plusieurs scores qui permettent c'est-à-dire d'avoir une idée sur le niveau d'activité physique chez notre malade. Et ça aussi, c'est important par la suite pour la prescription nutritionnelle et l'évaluation psychologique. J'ai parlé de la frustration, j'ai parlé des troubles de comportement alimentaire. Ça aussi, ça a un impact primordial dans la prise en charge de ces patients. Donc tout ce qui est comportement alimentaire, on met parfois des heures avec le patient pour centrer cette partie, des détails sur la durée des repas, repas pris debout quelque part entre deux tâches pour finir rapidement et aller faire l'activité devant la télévision, la mastication, c'est vraiment très, très la perception de la satiété, la faim, comment elle est exprimée. Et bien sûr, le chapitre des troubles du comportement alimentaire, c'est un chapitre à part qui est évalué aussi chez ces patients-là. Donc, ma jeune patiente, elle a un IMC à 40 kg par mètre carré, donc une obésité morbide. C'est une obésité totale. Un tour de taille très, très excessif pour les objectifs que vous connaissez. Un tour de taille à 107. Et qui dit tour de taille dit
risque de syndrome métabolique et des complications cardiovasculaires. Il n'y a pas d'anomalie à l'examen clinique, hormis un acanthosis nigricans au niveau de la nuque, et le reste est sans anomalie. C'est une patiente qui a un score des portes à 6. Je vous ai dit qu'elle parlait de renflement nocturne. Il n'y avait pas de dette de sommeil. Un score de 8 à 12. C'est une patiente qui avait quand même des anomalies, c'est-à-dire sur le alimentaire 10 ans. Ce qui est important chez cette patiente, c'est la motivation. C'est une patiente qui est très motivée. Et elle était en phase décisionnelle, c'est-à-dire qu'elle a décidé de consulter, de suivre une consultation pour perte pondérale. Et c'est une patiente qui est peu active, comme malheureusement, je ne dirais pas la majorité, mais une bonne partie des patients qu'on reçoit en consultation. Sur l'impédancemétrie, son poids il est à 105 kg. Vous voyez le pourcentage de la graisse, elle est 46%. La masse graisseuse, elle est à 48 pour une norme qui ne dépasse pas 27. Et son niveau de graisse viscérale, il est à 12. C'est un niveau qui est assez élevé. Et son métabolisme de base calculé, il est à 1700 kilocalories. Une fois que j'ai évalué tout ça, qu'est-ce qu'il me faut? C'est une idée sur les apports caloriques. Il y a plusieurs façons pour faire. Le rappel des 24 heures avec le patient directement, le journal alimentaire, le fameux semainier sur 7 jours et autres. Et vous et moi qui font des consultations, c'est-à-dire de prise en charge des patients obèses, on sait que c'est pas si facile que ça. Avoir les détails, on n'a pas toujours la pèse des aliments avec les détails, les portions exactes pour pouvoir calculer de façon concrète cette prise ou c'est-à-dire ce niveau calorique utilisé. Alors, ma jeune patiente, elle est très motivée, elle veut améliorer les choses. Elle a ramené un semainier bien détaillé, donc avec des niveaux de calories qui ont été calculés. Premier jour, 2017 calories, 1900, 2200, 2300. Donc, et il faut faire attention parce que c'est-à-dire le semainier qui est ramené, il faut voir est-ce que c'est le vrai semainier ou celui qu'on vient de commencer après avoir pensé à consulter pour une perte pondérale ou autre. Donc, le 4e jour, le 5e jour, donc c'est une moyenne de 2200 d'apport calorique, c'est-à-dire utilisé. C'est une patiente qui a une obésité morbide, donc elle a bénéficié d'un bilan biologique et radiologique à la recherche des complications. Donc, il n'y avait pas de diabète, il y avait une élévation de l'acide urique qui était quand même très, très importante et sans autre anomalie sur le bilan que vous voyez ici. On arrive à la prise en charge thérapeutique. Donc, on a évalué cliniquement, on a fait un diagnostic nutritionnel, on a une idée sur sa motivation, son niveau d'activité physique, ses apports caloriques. Il faut agir. Les piliers, les différents piliers. Donc, aujourd'hui, je ne pourrais pas, bien sûr, traiter les différents piliers, mais je parlerai surtout de la nutrition. Et je toucherai un mot à la chirurgie de l'obésité chez quelques patients qui ont l'indication à cette technique. Donc, comme vous savez, c'est une association des différents piliers qui va permettre cette perte pondérale, diététique, activité physique et l'intérêt de la thérapie comportementale qui est très important chez ces patients. Je vous ai dit tout à l'heure que je vous montrerai un schéma compliqué et complexe pour parler des facteurs qui vont influencer la perte pondérale. Donc, on a vu les facteurs qui font qu'on prend du poids. Il y a aussi des facteurs qui font qu'on va perdre ou non du poids, des facteurs de comportement, des facteurs économiques, le microbiote intestinal, l'insulinorésistance et autres. Alors, on commence par une éducation nutritionnelle. C'est quoi l'éducation nutritionnelle? C'est la combinaison des différentes stratégies éducatives, d'accord, un support qui va faire que
on va faciliter à ce patient d'adopter des choix nutritionnels qui vont permettre par la suite une perte pondérale. Et dans toute éducation nutritionnelle, il y a différentes phases. La phase dite de motivation est passer à l'acte, et on va passer à l'acte. Avant de dire ce qu'on a fait chez notre patiente, parce que chaque patient qui vient en consultation, dans la majorité des cas, il vous cite les différents, et j'ai mis entre guillemets régimes, et vous savez pourquoi, les différents régimes utilisés. Et je vous parlerai de quelques régimes à la mode, de façon brève, comme je n'ai pas beaucoup de temps. Les fameux VLCD, Very Low Carbohydrate Diet, très faible teneur en carbohydrates. J'assimile à ces VLCD le fameux régime, toujours entre guillemets, de la soupe aux choux. Je suis sûre que vous avez vu des patients qui l'ont déjà utilisé pour cette perte brutale, les détox et autres. Les régimes dits hypocaloriques, soit la restriction sur les lipides, je cite Lornitch, soit la restriction sur les glucides. Et la liste, elle est longue. L'Atkins, le Montignac, vraiment, la liste, elle est très longue. Vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle le régime zone. C'est être dans la zone, c'est-à-dire un régime basé sur l'index glycémique. Il y avait des livres, normalement, qui devaient apparaître sur les autres, donc je ne sais pas pourquoi on ne les voit pas. Donc, il y a la chrononutrition, c'est aussi à la mode. J'en parlerai sur une diapositive. Et vous connaissez le fameux Weight Watcher, la surveillance du poids. Je surveille mon poids. J'ai beaucoup aimé cet article qui nous donne une cartographie à travers le monde des différents régimes utilisés sur les différents continents. Bon, c'est un peu compliqué ces graphiques, c'est-à-dire il y a plusieurs types de régimes, le vélo low carb, le low carb, le végétarien, le végétalien, le méditerranéen, et la liste elle est longue comme j'ai dit. Et en fait, c'est pour vous montrer deux choses que j'ai tracées ici en rouge. Regardez, depuis quelques années, les deux dont on parle beaucoup, c'est quoi? C'est le keto et le jeûne intermittent. Je suis sûre qu'on vous parle tout le temps de ça dans vos consultations d'obésité. C'est pour ça que j'ai choisi d'en parler un petit peu, mais j'essayerai d'être brève. Donc, c'est quoi le vélo? C'est une diète qui apporte très peu de calories, moins de 800, d'accord. Et en fait, elle a des phases. Une première phase, dite une phase active, où on donne moins de 800. Et après, une phase, comme vous voyez sur la diapo, on commence à réintroduire des aliments où l'apport calorique est entre 1200 et 1500. Et après, c'est-à-dire la maintenance, si j'ose dire. Alors, il y a des pratiques, des guides de pratique chez qui et quand peut-être on pourrait proposer ces types de régimes. Donc, par quelques sociétés, ça pourrait être donné en cas d'obésité morbide, qui est vraiment compliqué de plusieurs complications diabète et autres. Ça peut être fait comme une préparation à la chirurgie de l'obésité. Nous avons parfois des patients qui ont des IMC de 60, 58. Et avant la chirurgie d'obésité, il est souhaitable de perdre de façon rapide quelques kilos avant la chirurgie. Les comorbidités sévères, où on a besoin de perdre rapidement de poids. Bien sûr, c'est une diète qu'il ne faut surtout pas donner chez la femme enceinte et allaitante, chez le diabétique de type 1. Bon, il y a des contre-indications. Ça a été aussi proposé dans des centres de fertilité pour des pertes rapides avant, c'est-à-dire des protocoles de fertilité.
Le keto, le fameux keto. Alors le keto, il date de plusieurs années. Ça a commencé en 1920, si je me rappelle, et ça a été fait pour traiter des épilepsies qui étaient réfractaires, c'est-à-dire un système nutritionnel pour aider des patients qui avaient des épilepsies réfractaires au traitement, avec des résultats qui étaient rapportés, qui étaient bien. Donc, c'est quoi le principe? C'est des diètes qui sont très faibles en glucides. Vous voyez, en début, ça ne dépasse pas les 50 grammes, très peu, avec plus de lipides, 75%, et 20% de protéines. Donc, dans ces diètes, on proscrit les céréales, les féculents, les pains, les légumineuses, et on autorise juste les légumes qui sont très faibles en glucides, et on conseille VPO, viande, protéines, œufs. On ne peut pas parler de Very Low Carbohydrate Diet sans parler de l'étude pure. C'est une étude qui a fait sensation quand même quand elle a été publiée dans le Lancet, pour dire que, vous voyez le résumé en bas, la prise élevée de carbohydrates est associée à une augmentation de la mortalité totale chez une cohorte très très importante de plus de 130 000 personnes qui a été suivie sur 10 ans. Quels sont les risques de ces diètes? La première des choses, la déshydratation. Pourquoi très peu de glucides, puisement dans les réserves, glucogène, perte d'eau, après lipides, vous voyez les risques ici, des douleurs abdominales, une élévation de l'acide urique et autres. Il y a les diètes low fat. Je ne vais pas détailler, je suis sûre que le professeur Gendouz il en parlera par la suite. Le fameux jeûne intermittent, les vertus du jeûne étaient rapportées depuis des années pour traiter plusieurs, c'est-à-dire accompagner, pour ne pas dire traiter, pour accompagner des maladies. Les vertus du jeûne métabolique sur l'insulinémie, sur l'inflammation. Donc il y a plusieurs types de diètes de chrononutrition utilisées, les 5 sur 2, les 2 sur 5, les 16 heures off et 8 heures on. Il y a plusieurs types. Ce qui est important dans ces jeûnes intermittents pour qu'il y ait une perte pondérale, c'est-à-dire ne pas jeûner 16 heures et 8 heures faire la fête, c'est-à-dire rester sur une alimentation qui est équilibrée. La diète méditerranéenne, vous connaissez sûrement l'étude PREDMED réalisée en Espagne. C'est une étude multicentrique qui a concerné 7000 participants qui étaient à haut risque cardiovasculaire, et une diète méditerranéenne, une vraie diète méditerranéenne. Et aussi, si elle était enrichie soit en huile d'olive ou en noix, il y avait une diminution du critère primaire et de la mortalité totale. La littérature, il y a vraiment beaucoup de papiers sur lequel choisir. Le low fat, le low carb, le méditerranéen. Les résultats sont débattus. J'ai choisi 2 études. La première, aussi, c'est une étude qui a fait sensation, la diète fit, qui a été publiée dans le JAMA. Les deux font la même chose. Le low carb et le low fat, il y avait les mêmes résultats. Et aussi ce joli papier publié dans le New England où le méditerranéen et le low carb may be effective alternative par rapport au low fat. Et vous allez me dire, et après, à moyen et long terme, qu'est-ce qui arrive? À court terme, 6 mois, 12 mois, 24 mois, vous voyez qu'il y a une baisse pondérale. Mais à partir de 12 mois et 24 mois, on a des reprises de poids. Et cette reprise, elle est corrélée à je dirais, au degré de la restriction alimentaire. C'est-à-dire, les VLCD, ils sont, et c'est ce que vous voyez ici en gris, et ça, on le sait, on le connaît en pratique pour des patients qui font des diètes très, très restrictives. Ils le font, ils perdent du poids rapidement, mais après,
le fameux effet yo-yo, avec la reprise pondérale initiale et même une aggravation pire encore. Aussi, c'est un joli papier sur pourquoi les régimes amaigrissants échouent. Quand c'est des régimes très restrictifs, comme on dit, l'auteur il qualifie quelques régimes de charlatanesques quand ils sont utilisés. Ils peuvent aussi par la suite donner des prises, c'est-à-dire échouer par la suite. Il y a aussi des échecs qui sont liés aux patients et aux contraintes sociales et familiales. Je dois faire vite, il me reste 5 minutes. Qu'est-ce que je fais chez ma patiente? Alors il faut, et on le dit aux patients, vous ne venez pas pour une prescription diététique pour 1 mois, 2 mois, 6 mois, un an. C'est un changement de la façon de faire à vie. C'est un changement définitif parce que l'obésité est une maladie chronique. C'est ça le maître mot en fait de ma présentation. Et quand vous dites restriction, c'est contrainte, c'est frustration. Donc, on va travailler sur l'équilibre alimentaire et l'activité physique. La motivation, elle est très importante. Vous connaissez le modèle de Prochaska et di Clemente. Donc, passer de la contemplation à la décision et à l'action. Heureusement, ma patiente, elle est dans la phase active. Et quand je suis une patiente pour une perte pondérale, je dois perdre du poids, mais aussi maintenir la perte du poids par la suite. Le maître mot aujourd'hui, c'est quoi? C'est la prise en charge individualisée. Les objectifs pondéraux raisonnables, qui sont adaptés au cas par cas. Déjà, il faut arrêter de prendre du poids, ça c'est la première des choses. Et après, commencer à perdre 5 à 10%, jusqu'à 15%, selon les cas, ou voire plus. Et toujours en respectant l'équilibre nutritionnel qu'on connaît, et l'équilibre psychologique et social, et garder le plaisir. S'adapter aux habitudes du patient. Quelques flashs, diminuer l'apport énergétique total, structurer les repas, améliorer la qualité de l'assiette, qui est très important, la taille des portions aussi, on travaille dessus, s'hydrater de façon importante, suffisante, et les objectifs réalistes. Alors, je partage avec vous le programme d'éducation thérapeutique qui est réalisé au service chez les patients. Donc, les patients sont reçus dans des consultations qui sont dédiées à ça, 2 fois par semaine. Consultation nutrition, et il y a aussi un programme d'éducation thérapeutique qui est fait dans les hospitalisations de semaine où il y a un premier jour pour voir l'état des lieux, un deuxième jour pour l'entretien motivationnel et l'éducation nutritionnelle, un jour où il y a un coach au service qui fait l'activité physique avec les patients, un autre jour pour cuisiner ensemble, des repas équilibré, et avant de sortir, l'évaluation. Donc, atelier collectif pour partager. Déjà, les patients, ils font un partage de connaissances, mais encadré par le médecin et la diététicienne du service. Avoir une idée sur les groupes alimentaires, la densité énergétique, savoir lire l'étiquette. Vous savez qu'il y a aussi des Nutri-Score, quelques repas qui ont été cuisinés par nos patients avec notre diététicienne au service, des repas équilibrés. L'entretien individuel où se fait le diagnostic éducatif, le programme personnalisé. Je passe. L'entretien motivationnel, très très important, où on essaye de travailler sur la motivation c'est-à-dire pour entreprendre le changement chez le patient. 1 minute. Alors, notre série depuis 2015-2016, 236 patients suivis dans ces consultations. Donc, vous voyez par exemple, le poids, le minimum c'est 70 et le maximum c'est 175 kg, avec un IMC à 61 kg par mètre carré. Les comorbidités très fréquentes, le diabète 40%, l'atteinte articulaire qui est une cause et une conséquence par la suite, qui fait que le patient ne pourra pas faire l'activité souhaitée comme il peut, et les différentes complications. J'arrive à ma jeune patiente, donc j'ai pris son journal alimentaire, je connais son métabolisme de base, j'ai une idée sur la dépense énergétique, donc
à partir de ces habitudes, je modifie je corrige les erreurs et je soustrais pour avoir c'est-à-dire la prescription calorique que vous voyez se fait sur 7 jours. La jeune, elle a très favorablement évolué, donc elle a perdu, elle a même très très favorablement évolué, elle a perdu beaucoup de kilos en espace de 1 mois et demi, avec une prescription qui est équilibrée, comme j'ai dit. Pour les 236 patients, ce qu'on a remarqué, c'est la majorité, ils perdent, c'est-à-dire les 6 premiers mois. C'est pour ça qu'il faut reprendre, en fait, c'est-à-dire faire une éducation nutritionnelle au début et aussi une éducation de reprise par la suite. Un mot avant de finir, la chirurgie de l'obésité. J'aime toujours parler de l'histoire. Vous voyez sur le graphique les différentes techniques et les années d'apparition. Il y a quelques-unes qui sont plus utilisées et d'autres qui sont très utilisées. Vous savez qu'il y a de la chirurgie restrictive, vous savez qu'il y a de la chirurgie malabsorptive et que vous savez qu'il y a une association des deux. Et vous savez aussi qu'on parle beaucoup dernièrement de chirurgie métabolique et de ses indications. Donc, opérer quelques personnes qui ont des IMC très excessifs avec des diabètes ou des comorbidités ou autres. Et quand je dis nutrition, il faut faire attention à la macronutrition et à la micronutrition après chirurgie, que ce soit malabsorptive ou autre. Donc, les quelques papiers qui parlent de ces déficits qu'on connaît d'ailleurs après la chirurgie. Donc, il faut faire attention sur la prescription nutritionnelle en matière de macro et de micronutriments en post-opératoire. Je ne pourrais pas finir avant de parler de la prévention, au moins pour jouer sur les facteurs modifiables. On sait qu'il y a des facteurs non modifiables, mais il y a des facteurs modifiables sur lesquels on peut travailler, une alimentation saine, un dépistage d'obésité en milieu scolaire si possible, limitation du temps passé devant la télé et participation active des pouvoirs publics, de l'industrie alimentaire et des médias, des consommateurs. Pardon. Un mot pour conclure, c'est une maladie chronique. La prise en charge, elle est multidisciplinaire, la motivation en est pour beaucoup et la prévention des facteurs modifiables en est le mot trop mot. Et je vous remercie.